Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à ce programme d'échange et de rencontres et d'échanges sur les sujets de l'heure. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver encore pour parler de ces thèmes d'actualité en parlant de la torture. Comment lutter contre ce phénomène? Beaucoup de tests au plan international déclarent illégale la pratique de la torture et pourtant, elle est toujours en cours dans nos sociétés. Comment lutter contre cela, comment la prévenir et comment donc procéder à l'abolition de cette violation des droits humains dans nos pays. Pour en parler, je reçois pour vous M. Acholi Kao. Il est le président de l'Association des victimes de la torture au Togo, en Abraya-Sevito. M. Acholi Kao, merci d'accepter notre invitation. Non, c'est un plaisir pour moi et je profite pour faire un coucou aux téléspectatrices et téléspectateurs de Delta Santé. C'est cela. Vous avez accepté notre invitation pour parler de la torture, mais avant cela, l'actualité oblige, hein, on va parler de la CEDEAO, de la crise au Niger. Depuis le 26 juillet dernier, ce pays a connu un putsch militaire, hein, le quatrième, hein, en l'espace de 3 ans, dans la région ouest africaine, notamment en Afrique francophone. Alors, la CEDEAO s'est réunie cette semaine et a pris les sanctions les plus dures. Hein. On parle justement de frappes militaires, de l'envoi de troupes à Niamey. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, nous suivons avec attention cette situation, l'évolution de la situation au Niger, et nous pensons que cette fois-ci, la CEDEAO fait face à une rude épreuve par rapport à ce qui se passe, notamment les coups d'État à répétition et le dernier en date qui est celui du Niger. Oui. Mais il faut reconnaître que c'est le résultat de cette organisation sous-régionale depuis sa création et toutes ces situations que nous voyons, nous pensons que les premiers acteurs, les responsables sont interpellés à revoir le fonctionnement de cette institution qui reste quand même un modèle dans le monde et par rapport aux organisations régionales, on peut dire que la CEDEAO est l'une des meilleures dans le monde parce que plusieurs organisations se sont inspirées d'elle pour exister. Et donc aujourd'hui, elle fait face à une situation qui est aussi le fait des nouveaux dirigeants, des chefs d'État qui arrivent nouvellement à prendre les rênes de cette organisation. Oui. Et donc, nous pensons que avec ce qui se passe, il est question aujourd'hui de faire en sorte que l'opinion africaine, sinon les populations de la CEDEAO, de la sous-région, puissent comprendre les valeurs que propage cette institution et l'accompagner. Parce qu'avec les sanctions qui ont été infligées contre les putschistes au Niger, on s'est Comment vous rendu le trouvez? compte que C'est trop dur, parce qu'il y a d'abord les sanctions économiques, puis après maintenant, il y a cette menace, cette pression militaire exercée sur la junte. oui, il faut le reconnaître, c'est trop dur parce que ce sont les populations qui vont souffrir. en souffrir. Et naturellement, ceux-là qui sont au devant de la situation, de cette crise, eux, ils vont toujours bien vivre. Et donc, ça va être difficile pour les populations, déjà avec tout ce qui s'est passé, là, avec la coupure de l'électricité que leur fournissait le Nigeria et la fermeture des frontières terrestres pour approvisionner en termes des produits de première nécessité. Oui. Donc, on voit que véritablement, cet embargo va peser très lourd. Ça va peser très lourd. Alors, il y a les ventes en guerre au sein de la CEDEAO. Il y a d'autres qui comptent toujours les règlements pacifiques de cette crise. Quelle est votre option?
Oui, c'est une confusion totale au niveau même du sommet de cette organisation, notamment au niveau de la conférence des chefs d'État. Et donc, cela dénote de l'absence d'une vision partagée par rapport à cette organisation. Et il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités pour comprendre que les enjeux qui sont là aujourd'hui pour la CEDEAO, notamment l'Afrique, sont beaucoup plus qu'une question de pouvoir ou de s'accaparer la présidence. Voilà. L'essentiel, c'est d'amener les populations à un mieux-être, c'est-à-dire que protéger les populations leur permettre de bien vivre. C'est l'essence même de la gouvernance. Ce sont les principes de la gouvernance. Et lorsqu'on voit aujourd'hui que les gens soient poussés, soient amenés, les populations soient amenées à applaudir cette prise de force, cette prise de pouvoir par la force. Et c'est dire que les populations n'ont pas été du tout satisfaites, pour ne pas dire que les hommes n'ont pas été au centre des préoccupations de la vision de la CEDEAO. Et c'est ce qu'il faut revoir. Oui. Alors, pour une bonne partie de l'opinion, il y a plusieurs sortes de coups d'État. Et c'est quand il y a coup d'État militaire que la CEDEAO réagit. Elle pourrait aussi réagir quand il y a de ces coups d'État institutionnels et constitutionnels. Justement, la CEDEAO a tendance à prendre les coups d'État, à considérer les coups d'État, notamment la conférence des chefs d'État, comme étant une crise, une situation, un problème conjoncturel. Non, il y a des causes à cela. Et parce que quand on prend le cas du Niger, avec un pays dont les populations sont conscientes que le pays a d'énormes ressources minières, mais qu'on voit que la pauvreté, ça ne profite pas. Voilà, ça ne profite pas à la population. Donc, on a le droit de s'interroger et de remettre en cause la gouvernance au sommet de l'État. Et donc, c'est de cela qu'il est question. Et ce n'est pas donc un problème conjoncturel qu'il faut régler avec une force militaire parce qu'ils sont venus avec. Non, je crois que si on va dans les causes profondes, on va comprendre qu'il va falloir faire en sorte que les populations se sentent concernées par la gouvernance et que les biens du pays soient partagés de façon équitable avec la création des écoles, mettre des conditions pour permettre à tous les citoyens de mieux vivre. Et je crois que partant de là, les populations africaines, notamment de la sous-région, vont s'approprier les principes démocratiques. Et désormais, lorsque les populations vont bien vivre et qu'on leur dise qu'aujourd'hui il y a coup d'État, je crois que ce sont ces populations qui vont se lever contre disons les putschistes, comme on a vu le cas au Burkina Faso avec le coup d'État de Diendéré que les populations n'ont pas accepté. C'est dire que désormais les peuples africains sont très émancipés, à la différence des temps des révolutionnaires comme Lumumba et Thomas Sankara. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, les populations africaines sont très informées, elles sont suffisamment émancipées et on ne pourra plus les dribbler comme on l'a fait par le passé. Alors, on va clore cette parenthèse de début d'émission. Et finalement, plus de peur que de mal, est-ce que cette intervention militaire de la CEDEAO, si elle venait à se produire, quelles pourraient être les conséquences? Oui, et nous espérons qu'on n'ira pas jusque-là. Nous espérons que les discussions vont s'engager pour qu'on évite cela. Parce que une telle guerre, je me demande à supposer même qu'on arrive à déloger les putschistes. Et avec cet engouement de la population qui a accueilli avec joie ce coup d'État, je me demande comment Bazoum pourra encore gérer ce pays avec cette population qu'il a vomi pendant cette petite crise-là. Ça, c'est une question. Maintenant, est-ce que les putschistes vont se laisser faire avec le soutien des autres pays que nous voyons autour et autres? Est-ce qu'ils vont se laisser faire, se laisser prendre comme la CEDEAO le prétend? Donc, c'est dire que s'il y a une intervention militaire, elle va durer dans le temps. Et on risque même d'aller dans une impasse, d'embraser toute la région, comme ce fut le cas en Libye. Et donc, il va falloir que la conférence des chefs d'État
fasse preuve de retenue et de sang-froid surtout pour réfléchir suffisamment à une bonne stratégie pour éviter le chaos. C'est cela. Merci, M. Acholi Kao. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des victimes de la torture au Togo, ASVITO. Vous êtes mon invité pour parler justement de la torture et donc des moyens de lutte contre cela, de sa prévention. Et revenons donc à notre thème du jour. Nous parlons de la torture. Peut-être on va faire comme dans une salle de classe, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la torture? Comment la définir, la distinguer des autres formes de violation des droits humains? Oui, la torture, dans le sens conventionnel, c'est lorsque tout acte de violence est infligé contre une personne et de façon intentionnelle. Et quand celui qui le fait, c'est-à-dire qu'à titre officiel, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un agent de la fonction publique. Et donc, lorsque cette souffrance aiguë et intentionnelle est infligée à quelqu'un et que l'auteur de cette souffrance est un agent de la fonction publique et que le but de cette souffrance consiste à obtenir les renseignements ou les aveux, c'est en ce moment qu'on parle de la torture. C'est ça. Donc, ça, c'est le sens conventionnel. Et donc, c'est dire que c'est l'État qui est mis en cause. Directement pour dire qu'il a la responsabilité de faire en sorte que personne ne soit torturé ou toute personne résidant sur son territoire ne subisse pas d'actes de torture conformément à la Convention des Nations Unies contre la torture qui a été signée en décembre 1984 et dont le Togo a ratifié en 1987 et avec la création de la CNDH, notamment la même année. Oui. Et on parle aussi souvent des traitements cruels, inhumains et dégradants. C'est dans le même registre que la torture? Oui, mais la différence avec les traitements cruels, inhumains et dégradants, c'est que pour la torture, il y a une intention, il y a un but spécifique visé quand on inflige une souffrance ou une douleur aiguë à une personne. Le but, c'est d'obtenir un aveu. Un aveu ou d'avoir des renseignements. Des renseignements. Voilà. Donc, ça, c'est la torture. Mais quand on prend les traitements cruels, inhumains et dégradants, là, il s'agit d'un degré élevé naturellement de la souffrance. Mais là, il n'y a pas un but spécifique qui est visé, comme l'obtention des renseignements et des aveux. Là, on n'a pas, au niveau des traitements cruels, on ne vise pas ça. Bon, je prends l'exemple de quelqu'un qui est gardé dans un lieu qui est à l'isolement, sans lumière. Et ça, on parle de traitement cruel, inhumain et dégradant. Voilà, ça peut ne pas être fait dans l'intention d'obtenir les renseignements ou des aveux. Voilà. C'était juste pour faire mal à la personne, c'est ça? Oui, bon, et pour faire mal à la personne, quelquefois aussi, il y a peut-être une mauvaise politique de détention, comme c'est le cas aujourd'hui dans nos prisons civiles, où il y a une surpopulation carcérale, où on va dans une petite cellule qui est prévue pour une dizaine de personnes, on va avoir plus de 80, et donc ça consiste au mauvais traitement. Voilà. C'est ça. Alors, sur qui est exercée la torture en réalité? Oui, la torture, quand on parle de la torture, du moins dans nos pays, au Togo, par exemple, dans les nombreux rapports qui ont eu à dénoncer la torture, c'est toute personne, y compris les personnes civiles comme des personnes militaires. Donc, ce sont des personnes qui sont en conflit avec la loi et qui se retrouvent entre les mains des forces de sécurité dans le cadre de sa mise en détention. Oui, dans le cadre de la procédure judiciaire. Et là, maintenant, les forces de sécurité, au lieu de se servir des garanties judiciaires pour respecter les droits des personnes interpellées, maintenant se mettent à exercer des violences, des souffrances aiguës en vue maintenant d'obtenir des renseignements ou des aveux contre cette personne. Ce qui veut dire que quand une personne est gardée, par exemple, parce qu'elle est en contradiction avec la loi,
il a des procédures pour le respect de sa personne, c'est ça? Naturellement, c'est ce que consacre la Convention des Nations Unies contre la torture. Oui. Et donc, au niveau de l'article 15 de la Convention, par exemple, il est dit que qu'une personne ou lorsqu'un oui, lorsqu'au cours d'une procédure, oui. Hein, un juge constate qu'il y a des actes de torture, il est obligé, il est tenu hein, d'arrêter les procédures parce que toute information recueillie sur la base de la torture ne doit pas amener le juge à rendre coupable ou bien à faire d'un prévenu un coupable. C'est ça. Et donc, il est question aujourd'hui maintenant de faire en sorte que, à travers cette convention, que toute personne qui déclare ou tout prévenu qui déclare devant un juge avoir été torturé, que le juge suspende la procédure et qu'il fasse des investigations sur les actes de torture. Sur la base de la déclaration du prévenu, cela seul suffit, ou bien est-ce qu'il y a des moyens pour vérifier s'il y a eu torture ou pas? Oui, naturellement, lorsque le juge le constate, c'est qu'il faut faire des enquêtes à cet effet pour voir si ce que le prévenu dit est exact. Ça voudra dire que le juge maintenant a des motifs raisonnables pour soupçonner les actes de torture. Et donc, il faut rapidement aller aux enquêtes pour voir si, effectivement, il y a acte de torture. Et donc, s'il y a torture, il va falloir maintenant interpeller l'auteur de ces actes de torture pour qu'il subisse la loi, c'est-à-dire que la rigueur de la loi, parce que la torture est proscrite. Ça voudra dire que vous, Monsieur Wilson, quelqu'un peut vous prendre sous l'effet de la torture pour vous dire d'accepter que vous avez fait ceci ou cela. C'est que contre votre volonté. Et donc, à travers les souffrances que la personne, les forces de sécurité vont vous infliger maintenant, vous serez obligé de le dire parce que vous avez besoin qu'on vous lâche, qu'on cesse de vous torturer. Parce qu'on vous dit de le dire avant qu'on ne cesse de vous torturer. Et donc, vous serez amené à le dire. Et là, ça voudra dire que ça ne permet pas la manifestation de la vérité par rapport au sujet ou bien par rapport à l'enquête qu'on veut mener. Voilà. Alors, dites-moi, monsieur Acholi, est-ce que la pratique de la torture, c'est un phénomène nouveau ou bien ça existait depuis? Est-ce que ça a toujours été pratiqué dans le pays, dans nos sociétés? Bon, sur ça, on peut dire que la pratique de la torture, elle est aussi vieille que l'âge de nos États. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que il y a aussi ce manque par rapport à nos dirigeants, aux dirigeants des pays qui n'ont pas été à la hauteur de cette dimension de gouvernance qui consiste à protéger leur population vis-à-vis de la violence et donc de mettre l'homme ou bien les populations au centre de leurs préoccupations. Et notamment au niveau des populations aussi, avec ce retard d'émancipation pour les amener à connaître leurs droits, à ne pas se faire torturer, ce qui a fait que ces pratiques ont duré dans le temps. Mais aujourd'hui, il est question de sensibiliser aussi bien les populations que les dirigeants sur le cadre juridique qui donne l'obligation naturellement aux dirigeants de protéger tout être ou bien tout citoyen résidant sur leur territoire contre ces pratiques. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons récemment, dans le cadre de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, nous avons eu avec notre partenaire Amnesty International à publier ce recueil de textes relatifs à l'interdiction de la torture au Togo. Et donc, dans ce recueil, nous avons énuméré le cadre juridique approprié
qui concerne le Togo par rapport à l'interdiction de la torture. Et il est important que les populations, les forces de l'ordre et de sécurité puissent prendre à bras le corps ce document pour s'imprégner de son contenu. Et je crois que c'est la loi qui va nous amener tous à considérer la dignité de tout un chacun. Et je crois que partant de là, les droits de l'homme vont être... voilà. Alors, est-ce que les forces de l'ordre sont les seuls responsables de la torture, de la pratique de la torture? Non, il n'y a pas que les forces de l'ordre. Mais c'est que au Togo, nous avons des rapports, notamment le rapport de la CNDH en 2012, qui a confirmé les pratiques de la torture sur des personnes qui ont été interpellées. Et les mises en cause dans ce rapport sont les forces de sécurité. Et après cela, récemment, il y a eu également, avec la Cour de justice de la CEDEAO, il y a eu des arrêts qui incriminent les forces de sécurité dans la pratique de la torture. Et donc, ce qui fait que ce qui est redoutable, la torture qui est redoutée au Togo, c'est celle menée par les forces de sécurité. Et donc, il peut avoir également d'autres auteurs de ces actes, comme complices et autres, qui sont naturellement cachés derrière. Mais est-il que ce sont les forces de sécurité, pour ce qui est du sens conventionnel de cette définition et ce qui est réellement pratiqué dans notre pays, ce sont les forces de sécurité qui sont mises en cause par rapport aux pratiques de la torture. Voilà. Rencontre échange, un nouveau numéro, nous parlons de la torture, de la lutte contre cette pratique, comme l'a dit mon invité, aussi vieille que l'âge de nos États, M. Actuali Kao. Il est le président de l'Association des victimes de la torture au Togo. Donc, à vrai dire, il y a des tests, n'est-ce pas, relatifs à cela, des tests qui interdisent, c'est ça. Effectivement, il y a des textes qui interdisent la torture. Mais avant même... Il y a un cadre juridique global. Il y a un cadre juridique. Oui. Il y a un cadre juridique. Donc, la torture, elle est universellement réprouvée. Et donc, partant de là, il y a eu la Convention des Nations Unies contre la torture, dont j'ai parlé et j'ai fait cas. Il y a également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme pour ce qui est du cadre international et des conventions. Et lorsqu'on vient au niveau national... Le Togo fait partie, n'est-ce pas? Le Togo a signé cette convention. Le Togo a signé la Convention des Nations Unies contre la torture en 1987. Et donc, c'est ce qui a permis à l'ancien président Feuille Adema de mettre sur pied la Commission nationale des droits de l'homme que Maître Agboibo a dirigé dans le temps. Et donc, à part la Convention, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutes ces conventions ont été... Le Togo est parti de toutes ces conventions. Et donc, quand on prend le cadre national, nous avons la Constitution togolaise. En son article 21, la Constitution... De 1992, oui. Oui, en son article, oui, la Constitution de 1992, la Constitution dit clairement que la torture n'est pas autorisée. Ça, c'est clair. L'article 21 le dit. Et récemment, avec le nouveau code pénal qui est en vigueur, il y a l'article 198 et l'article 199 disent clairement que les pratiques de la torture sont interdites. Voilà. Et donc, ce qui reste, c'est une mise à niveau du code de procédure pénale qui tarde, dont l'adoption est toujours attendue. Et nous espérons que ça va se faire d'ici peu. Mais tout compte fait, avec tout ce cadre juridique, on a un bon cadre juridique pour lutter contre la torture. Maintenant, sur le plan institutionnel, il y a la CNDH, naturellement, qui est chargée de lutter contre la torture avec la nouvelle loi organique dans sa forme originale et qui a été adoptée en 2018, qui
qui tient compte de l'aspect. Parce que quand on prend la loi organique, elle a comme sous-bassement la Convention des Nations Unies contre la torture. Oui. Et dorénavant, la CNDH a en son sein le mécanisme national de la prévention de la torture. C'est dire que ce mécanisme est chargé de lutter contre la torture dans les lieux de privation de liberté. Et donc, le MNP est censé organiser des visites inopinées dans les lieux de détention pour écouter les personnes interpellés, les détenus, et naturellement, s'il y a des raisons, des motifs raisonnables d'actes de torture ou des plaintes d'actes de torture, maintenant, le mécanisme est tenu de faire des enquêtes et de faire respecter la loi, ce que demande la loi par rapport à ces pratiques-là. Voilà. Donc, avec tout ce cadre, tout cet arsenal, y compris l'existence d'un ministère des droits de l'homme, normalement, tout ce cadre juridique devrait être mis en pratique pour qu'on ne parle plus de la torture au Togo. Mais malheureusement, et ce que nous constatons, c'est que ce n'est pas respecté. Et lorsque nous prenons même le cas de certains dossiers judiciaires, il y a eu des victimes, des détenus qui ont déclaré devant les juges avoir été torturés. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les juges d'instruction ne veulent pas ou font fi de ces allégations de torture et ont continué par garder ces personnes, ont continué aussi par considérer ces déclarations retenues, ces renseignements retenus sur la base de la torture. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas conforme à l'article, au texte de la Convention des Nations Unies contre la torture, notamment l'article 15 et l'article 12 également, qui donne obligation aux États de faire en sorte que lorsqu'il y a motif raisonnable d'existence de torture, il va falloir faire les enquêtes obligatoirement pour savoir ce qu'il en est. Mais tel n'a pas été le cas. Alors, quelles sont les méthodes utilisées par les tortionnaires? Jusqu'à quel degré on peut reconnaître qu'il y a vraiment torture? Oui, et comme je l'ai dit, tout dépend des affaires. Mais généralement, sur la caractéristique des victimes, sinon des plaintes dont nous avons connaissance relatives aux actes de torture, il s'agit des prisonniers ou bien des détenus spécifiques, notamment des militants des partis politiques ou même des opposants, sur lesquels ces pratiques sont constatées. Voilà. Et lorsque nous prenons le cas de ceux qui sont là des dossiers dont nous avons connaissance, nous avons le cas de 15 détenus qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations politiques de décembre de 2018 par rapport à l'élection législative. Nous avons le cas 2019, entre novembre 2019 et janvier 2020, il y a eu une série d'arrestations de certaines personnes accusées d'avoir organisé une insurrection armée. Et cette affaire qu'on appelle Tigre Révolution. Donc, sur ces personnes également, il y a eu des actes de torture. Et ça, ce qui a été confirmé d'ailleurs par la Cour de justice de la CEDEAO lors des dernières audiences où le Togo, en l'espace d'un mois, le Togo a été condamné à trois reprises par rapport aux pratiques de la torture. Donc, on constate que c'est sur des prisonniers spécifiques. Et nous avons également le cas de Jean-Paul Omolou, dont nous avons également déposé un recours devant la Cour de justice et qui a déjà connu l'audience. On attend le délibéré le 31 octobre. Et donc, il s'agit des prisonniers spécifiques sur lesquels on exerce ces actes de torture. Politiques, des prisonniers politiques. Il s'agit des prisonniers politiques.
Et donc, ça, c'est contre le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et toutes ces pratiques, ça ne donne pas une bonne image pour notre pays. Ça ne prouve pas que nous sommes sur la voie de la démocratie. Oui. Parce que la torture est une forme est la forme de violation la plus redoutée au niveau des Nations Unies. Et aujourd'hui, sur les 9 organes de traité du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il y a 2 organes qui sont consacrés à la question de la torture, notamment le comité contre la torture et le sous-comité de prévention de la torture. C'est dire que la dignité de tout être doit être au centre de toute préoccupation de la gouvernance. Et lorsque on vient constater qu'il y a des actes de torture, c'est dire que les dirigeants ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités à protéger leur population, à leur faire justice et à assurer leur bien-être. C'est ça. Et comment vous êtes saisi dans votre association, association de victimes de la torture au Togo? Comment on vous contacte? Comment vous arrivez à avoir ces plaintes par rapport à la torture? Oui, nous sommes une organisation de droits de l'homme et nous faisons le monitoring des lieux de détention, notamment les prisons. Et vous y avez accès? Oui, oui. On vous laisse librement aller auprès des détenus? Voilà, en tout cas, nous n'avons pas nous n'avions pas de problème. Entre-temps, nous avions l'autorisation bien avant Covid. C'est depuis Covid que on nous a plus renouvelé notre autorisation, mais cela ne nous empêche pas d'avoir les informations relatives aux détenus parce que nous sommes saisis par les familles des victimes qui nous apportent les plaintes au quotidien pratiquement. Et donc, cela nous amène maintenant à utiliser nos mécanismes et nos réseaux pour faire nos investigations et naturellement pour des actions, notamment les accompagnements judiciaires que nous menons pour amener ces personnes détenues arbitrairement qui ont été victimes d'actes de torture à être libérées et à obtenir réparation. Et là, dans cette réparation, il y a ce qui est très important, c'est d'amener les autorités gouvernementales à s'assumer conformément à la Convention des Nations Unies contre la torture, à faire des investigations, à interpeller les tortionnaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Et partant de là, on a ce qu'on appelle la garantie de non-répétition. Sinon, ça va continuer. Et c'est ce que nous constatons, parce qu'il y a l'impunité vis-à-vis des tortionnaires, que la torture continue. Est-ce qu'il y a des pays particulièrement tortionnaires? C'était bien sûr notre pays, le Togo, n'est-ce pas, malgré les tests, les arsenaux juridiques qui existent. Est-ce qu'il y a des pays où, est-ce qu'il y a des périodes où la torture est plus accentuée? Bon, au Togo, ce qu'il faut constater dans les dernières années, on va constater que les rapports les rapports qui incriminent les forces de sécurité togolaises par rapport aux actes de torture coïncident avec les périodes électorales, sensiblement politiques. Quand on prend l'affaire d'atteinte contre la sûreté de l'État, l'affaire Pachanya-Singbe, c'est en 2009, c'est à la veille de la présidentielle de 2010. Quand on prend l'affaire des incendies, où il y a eu également des allégations d'actes de torture. En 2013, c'était à la veille de l'élection législative de 2013. Voilà. Puisque l'incendie a eu lieu, je crois, en janvier 2013. En janvier 2013. En janvier 2013, voilà. Et c'était la période électorale. Et quand on prend le cas de 2018, des détenus arrêtés en 2018, c'était pendant la période législative, l'élection législative de 2018. Et en 2019, l'affaire Tigre Révolution, c'est la veille de la présidentielle de 2020. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, on voit que ce sont les périodes politiques, sensiblement politiques, qui coïncident avec
les cas de torture. C'est dire qu'il y a un problème par rapport même à la crédibilité de nos institutions, hein, notamment les organismes chargés de la gestion des élections, hein, et aussi c'est l'illustration que nous avons aujourd'hui de toutes les élections qui sont contestées au Togo. Parce qu'il n'y a pas une seule élection, selon les périodes que j'ai citées, il n'y a pas une seule élection qui n'a pas été contestée. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons. Et donc, quand on prend l'exemple dans la sous-région, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, les indicateurs, nous avons de bonnes raisons de dire que le Togo est le meilleur mauvais élève. C'est-à-dire le premier des mauvais élèves en matière de protection de la dignité des citoyens. Parce que la torture a un caractère d'avilissement. C'est-à-dire ça diminue l'homme dans sa dignité. Et les indicateurs que nous avons aujourd'hui, selon l'exemple que je vous ai donné les dernières années, et les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, notamment l'affaire Pacha, Nyasingbe, et l'affaire Tigre Révolution, l'affaire Coco Langué, l'affaire Rodrigue Agbobo, qui ont déjà, qui sont des décisions rendues devant cette juridiction, on se rend compte que le Togo est véritablement le mauvais élève par rapport à la protection de la dignité physique et mentale de ses citoyens, notamment dans la lutte contre la torture. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait en ce sens envers l'État, envers le gouvernement, pour essayer de leur faire comprendre que tous ces mécanismes de défense et de protection ont été signés par le Togo? Oui, mais ce sont les États, ce sont les autorités qui sont parties à ces conventions au nom de l'État. Et donc, elles ont connaissance de ces dossiers. Et aujourd'hui, nous avons des grands magistrats, des grands juristes qui occupent des postes stratégiques relatifs aux droits de l'homme. Quand on prend le ministère de la Justice, le ministère des droits de l'homme, la CNDH, mais ce sont des magistrats qui sont à la tête de ces institutions. Et donc, c'est des gens qui sont censés connaître le cadre juridique et qui sont tenus de faire en sorte que l'intégrité physique et mentale des citoyens soit préservée. Et malheureusement, ce que nous constatons dans la pratique, c'est autre chose. Et donc, c'est pourquoi, au niveau de la CEVITO, nous ne dormons pas, parce que, étant donné que les plaintes nous parviennent à tout moment, et les populations ne font plus confiance aux autorités, à la justice, et nous sommes véritablement débordés par ces plaintes. Et malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de moyens, puisque nous avons été sciemment asphyxiés par les autorités pour nous empêcher d'avoir les moyens pour travailler. Et donc, nous faisons selon les limites, dans les limites de nos moyens. Et bon, on se dit que notre manière d'attirer, sinon de tirer sur la sonnette d'alarme, va amener nos autorités à prendre conscience et à lutter véritablement contre cette impunité qui fait grandir le fléau de la torture, parce qu'elles-mêmes ne sont pas épargnées. Nous avons vu que aujourd'hui, ça ne peut pas, ça doit les interpeller. Quand on prend notre code pénal aujourd'hui, il est inscrit dans notre code, dans le nouveau code pénal, le caractère imprescriptible de la torture. C'est dire que tous les tortionnaires et les complices seront rattrapés à tout moment, quelle que soit leur position. C'est le cas aujourd'hui de l'ancien président Hissène Habré. Hissène Habré, il est poursuivi pour avoir été complice des actes de torture lorsqu'il était chef d'État au Tchad. Et donc, ça doit interpeller tout le monde. Ce n'est pas Hissène Habré lui-même qui a torturé les gens, mais il y a des motifs raisonnables pour l'incriminer
dans ce sens-là. Parce qu'il avait les rênes du pouvoir, il avait tous les moyens d'État pour protéger les populations, pour empêcher la pratique d'actes de torture. Mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, ça le rattrape. Et donc, il va falloir que nos dirigeants aussi pensent à eux-mêmes. Ça, je les interpelle par rapport à cela. C'est-à-dire que lutter contre la torture, c'est se protéger soi-même. Quand on est autorité et on lutte contre la torture, c'est qu'on se protège soi-même. Parce que la roue de l'histoire est en train de tourner. Oui. Demain, aujourd'hui, vous êtes au sommet. Demain, vous pouvez être au bas de l'échelle. Et là, de la façon dont vous avez traité les autres, vous serez traité de la même manière. Et ce serait quoi? Ce serait de votre faute. C'est ça. Quand on avait pris, si on avait dit à Saddam Hussein que c'est par sa loi qui sera exécuté, il n'allait pas croire. Voilà. En ce moment, les défenseurs des droits de l'homme aussi attiraient son attention sur le bien fondé à abolir la peine de mort. Mais pour lui, il avait fait ça pour ses opposants. Mais finalement, c'est lui-même qui a subi cela. Voilà, il est devenu son propre opposant parce qu'il a été exécuté par la loi que lui-même a. Voilà. Donc, voilà un peu la situation. Ça. Alors, est-ce qu'on peut vraiment prévenir la torture? Comment faire pour prévenir cela? Est-ce qu'on peut travailler aussi bien les tortionnaires que tous les citoyens à éviter cela? Oui, naturellement. Et ça doit venir de soi. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Créateur, quand il a créé l'homme, il lui a donné toutes ses potentialités. Dieu nous a créés à son image. Voilà. Donc, nous avons toutes ces potentialités et la torture est une méthode diabolique qui consiste à diminuer l'homme de la valeur dont Dieu lui a, que Dieu lui a donné. Donc, c'est un avilissement. Et donc, pour un dirigeant qui a d'abord, avant d'être dirigeant, il y a des principes de gouvernance dont j'ai évoqué tout de suite. Il faut être en mesure de protéger ta population, de lui faire justice et d'assurer son bien-être. Il faut mettre l'autre au centre de l'être au centre de la préoccupation de gouvernance. C'est le principe cardinal de la gouvernance. Donc, avant de prétendre postuler à un poste stratégique, politique, stratégiquement politique, avant de penser d'aller vers cela, il faut avoir cette capacité de reconnaître l'homme dans sa dignité, c'est-à-dire que faire en sorte que l'aspect holistique, l'homme dans tout son ensemble, soit protégé, notamment son intégrité physique, mentale. Et quand on est dirigeant, c'est ça. Mais lorsque on est dirigeant et qu'il y a les pratiques de la torture, c'est l'image du dirigeant qui est mise en cause. Quelqu'un l'a dit que on reconnaît l'intelligence du roi dans le choix de ses conseillers. Mais si tant est que ceux qui torturent sont des gens qui sont nommés par le roi, c'est que le roi, dans sa tête, il considère la torture comme étant une bonne chose. Surtout quand tu ne prends pas des mesures pour faire cesser cela, arrêter cela. Voilà. Et donc, quand les dirigeants ont cette dimension de la chose à bannir, à négliger, à sous-estimer ces formes de violation graves comme la torture, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et donc, pour nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous devons les appeler à cette obligation. C'est une obligation. Le respect des droits de l'homme, ou bien le droit à une personne de ne pas être torturée, c'est une obligation pour le dirigeant de faire respecter cela. Et donc, il y a urgence d'aller dans ce sens pour se donner, il faut que les dirigeants se donnent cette obligation. Il faut qu'ils se fassent eux-mêmes violence dans le sens du respect, dans le sens du respect de la dignité des Togolais, en prenant en compte cette dimension
pour prendre des mesures qui s'imposent C'est ça. pour combattre la torture. Et donc, pour finir sur ce point, je vais dire que c'est l'absence de volonté. Voilà. L'absence de volonté de la part de nos dirigeants qui fait que la torture continue. S'il y a une volonté aujourd'hui de faire cesser ces pratiques, je vous dis, cher ami Gérard, c'est que ça va cesser dans l'immédiat. Oui. Puisqu'on parle aussi de l'abolition de la torture, et tout comme on parle de l'abolition de la peine de mort, Oui. Est-ce qu'on peut y parvenir un jour? Oui, voilà une autre dimension de la chose. Au Togo, bon, la peine de mort, elle n'est plus pratiquée depuis un certain nombre d'années. Oui. Mais de façon officielle, la peine de mort, c'est-à-dire c'est exécuter quelqu'un de façon officielle, publique, parce que la loi le dit. Mais aujourd'hui, la peine de mort, elle existe, mais de façon subtile. Quand on prend la torture, par exemple, on a des cas, quand je prends le cas de l'affaire Tigre Révolution, aujourd'hui, c'est près d'une dizaine de personnes qui ont perdu la vie suite aux actes de torture. Les actes de torture. On appelle ça, voilà, ce sont des exécutions. C'est une peine de mort qui est pratiquée, mais de façon subtile. Qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Et donc, il faut reconnaître que c'est ça le problème. Il y a plusieurs personnes qui décèdent par rapport aux actes de torture. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que, bon, c'est dans la loi, il n'y a pas la peine de mort, mais elle est pratiquée de façon subtile parce que on fait tuer les gens, c'est-à-dire au mépris de leurs droits de ne pas se faire torturer. C'est ça. Voilà. Alors, autre préoccupation, vous l'avez dit tout à l'heure, la Cour de justice de la CEDEAO. Quelle crédibilité vous donnez à cette Cour qui prend des décisions et que les États ne respectent pas forcément? Oui, et c'est aussi ça le problème. Avec ce qui se passe même au Niger, dont on a fait cas, c'est parce que la CEDEAO, c'est des gens de vision qui ont créé l'institution. C'est pour aller loin, si vous voyez. Mais aujourd'hui, on voit que, bon, certains sont des géniteurs, disons, certains sont des enfants même de ces anciens dirigeants qui ont mis en œuvre, qui ont initié cette institution qui faisait la fierté dans la sous-région. Mais aujourd'hui, on voit que ce sont eux qui contribuent à fragiliser l'institution, notamment dans le non-respect des décisions venant de cette Cour. Voilà un peu ce que nous constatons. Le père construit, le fils fragilise. Donc, quand on prend le cas du Togo, on voit que la décision de la Cour les décisions de la CEDEAO, de cette Cour, depuis l'affaire Pacha, où malgré la décision de cette Cour, 3 personnes sont encore détenues. Si vous voyez. On prend le cas de l'affaire Tigre Révolution, malgré la décision de faire libérer ces personnes, dont une femme, toutes ces personnes sont présentement en prison. Donc, cette Cour n'exerce aucune pression, aucune contrainte sur les États à obtempérer, à respecter ces décisions. Mais étant donné que c'est des personnes responsables qui doivent être à la tête des institutions et comprend que l'institution, les décisions de cette institution sont à être respectées. Mais lorsque certains dirigeants se donnent le vilain plaisir de ne pas respecter les décisions venant de cette Cour, naturellement, ces dirigeants vont faire la honte de cette institution. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'il s'agira des décisions, de grandes décisions qui concourent au bien-être des populations, mais ces dirigeants, même s'ils ont de bonnes propositions, ils ne pèsent pas, ils ne vont pas peser naturellement au sein de cette organisation. Il va de la souveraineté de nos États aussi. Oui, mais la souveraineté d'un État, c'est la souveraineté du peuple. Voilà. Maintenant, quand toi, le peuple te prend, tu es au sommet d'une pyramide. Le pays, c'est la pyramide. C'est-à-dire que le dirigeant est au sommet, il est poussé au sommet par la base. Maintenant, quand tu es au sommet, maintenant tu écrases ton peuple
tu ne peux pas te prétendre être souverain. C'est aujourd'hui ce qui se passe. Voilà Bazoum qui a été élu. Oui. Il a été élu, n'est-ce pas? Il y a eu une élection, n'est-ce pas? Oui. Mais on a vu une contestation par rapport à son élection. Mais la CEDEAO a fait fi, parce qu'il y a eu violence même par rapport à cette contestation. Aujourd'hui, on fait tout comme si il a été bien élu, c'est un élu démocratique, il a été démocratiquement élu et tout. Et pourtant, il y a eu de graves contestations par rapport à son élection. Et la preuve est là, les putschistes arrivent, les populations sortent pour dire bravo. Parce que nous n'avons pas pu dans les rues, mais vous l'avez fait. Voilà un peu la façon dont moi je caricature les choses. On fait croire, oui, c'est un dirigeant démocratiquement élu, mais on fait fi de toutes ces contestations-là. Donc, au niveau de la CEDEAO aujourd'hui, comme je le disais, et avec le nouveau président et autres, ceux qui ont du moins un leadership, qui ont une vision démocratique pour la sous-région, ils doivent aller dans le sens des réformes, en mettant sur pied des mécanismes qui vont permettre de voir, de prendre les problèmes en profondeur. Il faut aller chercher les causes dans leur profondeur et élaborer des mécanismes pour pouvoir éviter ces coups d'État institutionnels, ces coups d'État constitutionnels, ces coups d'État électoraux. C'est partant de là qu'ils auront maintenant l'accompagnement des populations à soutenir les principes démocratiques qui régissent la charte de la CEDEAO. C'est-à-dire que si demain la CEDEAO met sur pied des mécanismes pour faire en sorte que, au niveau, que ce soit la CEDEAO qui certifie, par exemple, toute élection, ça veut dire qu'elle pourra, partant de ce mécanisme maintenant, elle pourra mettre sur pied des stratégies pour imposer, à travers son armée, pour imposer des transitions quand il y a des motifs raisonnables qui entachent la crédibilité d'une élection. Et donc, à travers ces mécanismes, par exemple, on impose une transition avec cette force militaire. Je crois que ce sera un bon service qu'ils auraient rendu à la sous-région. Et là, on sait que les forces de sécurité de la CEDEAO sont là pour soutenir les institutions démocratiques. Mais quand on considère les armées comme étant des instruments qu'on peut manipuler pour ses intérêts personnels, je crois que ça va toujours poser des problèmes. C'est ça. Donc la CEDEAO a besoin de faire pour l'œuvre d'espoir. Bien évidemment. Cette CEDEAO des peuples, comme on le dit. Oui. Des dirigeants. Bien évidemment, il faut renforcer, la CEDEAO doit faire de telle sorte que ces institutions soient consolidées. Il faut renforcer. Aujourd'hui, nous avons une cour de justice qui est véritablement indépendante, qui rend de bonnes décisions sans influence politique. Et cette cour... Et non pas que ça arrange, quand ça arrange. Oui, naturellement. La CEDEAO, mais je suis les audiences de la CEDEAO, de la cour de justice de la CEDEAO, elle rejette même beaucoup de recours venant des États. Non, pas seulement des États. Elle donne raison même aux autres États. Parce que j'ai suivi récemment même une audience relative à l'élection présidentielle de la Guinée-Bissau où l'opposant à Oumaro, c'est comment il s'appelle, Embalo, a déposé une plainte là-bas par le biais de ses avocats. Mais les juges ont dit non, que ils ont donné raison à Embalo. Ça, j'ai suivi l'audience. Donc, il n'y a pas que la Cour n'est pas là contre les États, non. C'est voilà, quand il y a des motifs raisonnables pour condamner un État, les juges le font. Donc, il y a cette Cour qui est là. Il y a la force militaire qui est l'armée de la CEDEAO, qui a fait ses preuves, par exemple, en Gambie, au Libéria, et même en Guinée-Bissau, récemment. Et donc, ça, les populations ont applaudi. Les populations africaines ont applaudi. Mais il va falloir renforcer cela maintenant en faisant en sorte que la conférence des chefs d'État, qui est aujourd'hui le problème même de cette institution,
CEDEAO, c'est la conférence, c'est au niveau de la conférence des chef chefs d'État. d'État. Donc, il y a une forme de solidarité diabolique pour s'éterniser au pouvoir. Et on accepte des coups d'État institutionnels et constitutionnels, comme c'est le cas dans nos pays en Côte d'Ivoire. On accepte. Et maintenant, quand il s'agit des coups d'État militaires, maintenant, bon, on prend des sanctions. Donc, il va falloir faire en sorte que la CEDEAO prenne des mesures pour interdire à toute personne, hein, c'est-à-dire qu'on dise clairement que personne n'a le droit encore de faire au-delà de 2 mandats et que ces réformes institutionnelles et constitutionnelles qui ont tendance à faire le culte de la personnalité puissent être supprimées. Et parce qu'on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on veut évoluer. L'Afrique veut vraiment amorcer son élan de développement. Il va falloir qu'on mette tout ça de côté. Même si tu es intelligent n'importe comment, tu n'as pas besoin d'être toujours président avant de servir ton peuple. Tu peux être conseiller d'un président. Voilà. Et accompagner au développement de ton peuple. Donc, je reviens sur cette idée pour dire que le vrai problème, c'est la conférence des chefs d'État. Il va falloir créer des mécanismes pour faire en sorte que tout chef d'État qui a fait au-delà de 2 mandats n'ait pas de crédibilité, ne soit même pas invité à ces sommets de la conférence des chefs d'État. C'est ça. Voilà. Mettre sur pied des mécanismes maintenant pour fort, certifier, pour la certification des élections. Et je crois que partant de là, la CEDEAO sera en phase avec ces populations aujourd'hui. Et elle va gagner en crédibilité. Elle va gagner en crédibilité, voilà. Rencontre échange, Tcholi Kawour est mon invité, il est le président de l'association des victimes de la torture au Togo, ASVITO. Nous parlons justement de la torture, des mesures préventives et aussi comment faire pour parvenir à l'abolition de cette pratique qui a cours dans nos pays. Cette émission tire à sa fin. Puis le président, que dire, quel message, aussi bien à l'endroit des citoyens que de nos dirigeants, pour que la lutte contre la torture soit une réalité dans nos pays. Oui, et la lutte contre la torture, je crois que je l'ai déjà dit, que lutter contre la torture, c'est se protéger soi-même. Et donc, nos dirigeants sont interpellés parce que c'est l'État qui a le devoir de protéger l'intégrité des citoyens. Et quand un citoyen vient à subir des actes de torture, il y va de soi naturellement, c'est de la faute des dirigeants. Et il va falloir que nos dirigeants fassent preuve d'être à la hauteur de cette responsabilité constitutionnelle qui consiste à mettre la dignité des citoyens au centre de leurs préoccupations gouvernementales. Et c'est partant de là que l'intégrité physique et mentale va être garantie. Et pour les populations, il va falloir s'approprier ce document de recueil des tests relatifs à l'interdiction de la torture. Et je crois que lorsqu'un citoyen s'approprie ces tests, il pourra se défendre ou interpeller l'agent de sécurité qui l'interpelle et qui serait tenté de le torturer pour lui dire que si tu me tortures, voici la loi, tu n'as pas le droit de me torturer. D'où une sensibilisation aussi envers ces forces de sécurité. Naturellement. Vous le faites à ASVITO? Oui, nous le faisons. Par rapport à ce recueil, nous avons même demandé au ministère de la Sécurité à participer à ce lancement. Malheureusement, le ministère a décliné l'invitation, mais par après, nous leur avions envoyé les documents par correspondance. On a quand même envoyé ces documents au ministre de la Sécurité pour qu'il fasse quand même usage vis-à-vis des forces de l'ordre et de sécurité qui sont souvent incriminées dans les rapports afin que la torture puisse être abolie. D'accord. Voilà, l'homme, tout être humain mérite respect, dignité et considération. Les pratiques de la torture sont nocives sur la santé et sur la personne physique même de celui qui est torturé. Et le message est lancé, c'est le président de l'ASVITO qui était mon invité pour parler justement de la torture, de la lutte et de sa prévention. C'est fini pour Rencontre de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, M. Atcholi, pour votre disponibilité
d'être présent sur nos plateaux et parler de ce phénomène de la torture. Merci. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir et à très bientôt. Merci, M. Acholi. Merci, M. Wissol.